Hi guys, just a video here. Ce jeu vidéo semble provenir tout droit d'un des chefs-d'œuvre de ma petite nièce. Surtout quand on sait que ce jeu est sorti la même année. Pourtant, des joueurs passent littéralement des milliers d'heures sur Minecraft pour construire des édifices impressionnants. He said in the video that it took over 6 months to do this, and overall it is absolutely insane. Il est devenu le deuxième jeu le plus acheté de tous les temps, avec plus de 200 millions de ventes. Loin devant ce jeu. Et il a rendu son créateur multimilliardaire. Alors, comment est-ce qu'un jeu aussi moche C'est pas moche. a pu créer un tel engouement? De l'aveu de son créateur, il s'agirait d'un coup de chance. Yeah, I'm the guy who won the lottery. Mais je n'en suis pas convaincue. Alors, je vais mener mon enquête. Avant de créer Minecraft, Marcus Persson travaillait chez Jalbum, une entreprise qui fait des albums photos en ligne. Pour quelqu'un dont le rêve est de faire des jeux vidéo, il faut reconnaître qu'il y a mieux comme entreprise. Mais si tout ça était volontaire? Marcus est né en 1979 à Stockholm. Il passe les 7 premières années de sa vie à Edsbyn avant de retourner vivre à Stockholm. Mais Marcus est un garçon timide. Il a du mal à s'intégrer. Il joue donc seul au Lego durant une bonne partie de son enfance. Un beau jour, son père achète un Commodore 128 qui intrigue beaucoup le jeune Marcus. Ce dernier va alors oublier un temps ses Lego pour se consacrer corps et âme à la programmation et aux jeux vidéo. Il s'amuse à réécrire différents petits jeux en suivant les manuels de l'époque. Car oui, à cette époque, pour jouer à un jeu, on devait écrire soi-même son code dans l'ordinateur. Et c'est à l'âge de 8 ans qu'il crée, sans manuel, son tout premier jeu sur la plateforme. Det var då kanske bara något år senare, då gjorde jag ett väldigt enkelt textäventyrsspel. Så att det stod en text och man var tvungen att skriva exakt rätt text för att komma vidare, annars så typ dog man eller för stup eller något sånt. Marcus sait alors exactement ce qu'il veut faire quand il sera grand, créer des jeux vidéo. Il sait aussi qu'il veut gagner beaucoup d'argent, car il promettra à sa petite sœur que dès qu'il sera riche, il réalisera son rêve, l'emmener faire un tour en hélicoptère. Cette promesse qu'il tiendra d'ailleurs dès qu'il sera milliardaire. C'est avec son plan en tête que Marcus travaille à partir de 2004 pour Midas Player, qui deviendra par la suite King, que vous connaissez sûrement tous pour son jeu Candy Crush. Marcus est content. La journée, il fait des jeux vidéo pour Midas Player, et le reste du temps, il fait des jeux vidéo pour lui. Mais son plaisir ne durera pas éternellement. Les jeux de Midas Player suivent un système bien ficelé pour s'assurer de leur succès, et les employés ne sont absolument pas sollicités pour leur avis ou leurs idées. Le développement dans cette entreprise se montre donc bien moins amusant qu'il n'y paraît. Heureusement, Marcus peut compter sur son temps libre pour se faire plaisir en développant ses propres jeux. Mais même là, ce fut la douche froide. Il vient de terminer le développement d'un petit jeu sur son temps libre, nommé Blast Passage, un jeu inspiré en partie du jeu Bomberman. Fier de sa création, il envoie un email à ses collègues de chez Midas Player pour le leur montrer. Mais tout ne se passera pas comme prévu. La direction de l'entreprise le convoque et il apprend qu'une clause de non-concurrence empêche les employés de vendre leur propre jeu. Blast Passage devient donc la propriété de Midas Player qui le mettra en vente sur son propre site. Bon, le succès du jeu n'était pas au rendez-vous, mais c'en est trop pour Marcus qui quitte Midas Player pour rejoindre en 2009 Jalbum. L'entreprise ne fait pas de jeux vidéo, mais l'ambiance y est bonne. Marcus se sent plus épanoui et surtout, il peut développer ses propres jeux sur son temps libre. Cette décision de travailler chez Jalbum était donc stratégique. Une façon pour lui de manipuler sa chance en choisissant une direction qui lui permet d'atteindre ses objectifs. En effet, voyez vos objectifs comme un point à atteindre. Pour atteindre ce point, vous devez vous diriger dans la bonne direction, être aligné avec votre vision donc. Sans quoi, vous n'aurez aucune chance de réussite. Ici, c'est ce que Marcus a fait. En étant chez Midas Player, il s'est rendu compte que la direction qu'il prenait n'était pas la bonne, car il ne pourrait jamais publier lui-même un jeu. Mais en arrivant chez Jalbum, même si cette entreprise semble au premier abord l'éloigner de son objectif, il corrige sa trajectoire et va dans la bonne direction. Il est maintenant libre de créer et vendre les jeux qu'il veut. Alors oui, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas parce qu'on est aligné avec sa vision qu'on crée forcément un jeu à succès. L'enquête n'est donc pas terminée.
S'il suffisait de faire un jeu pour connaître le succès, des milliers de développeurs indépendants seraient millionnaires. Or, on en est très loin. Alors par quel miracle est-ce que Marcus est parvenu à entrer dans le top 2000 de la liste des milliardaires de Forbes? Par un coup de chance? Durant son temps libre, Marcus a développé beaucoup de jeux et il a participé à plusieurs concours où on vous demande de développer un jeu sous certaines contraintes le temps d'un week-end. Il s'agit là aussi d'une manipulation de sa chance. En multipliant les opportunités, il augmente ses chances de succès. Prenons l'exemple d'un dé à 6 faces. Lorsque vous le lancez une fois, vous aurez une chance sur 6 d'obtenir un 6. Mais si vous le lancez plusieurs fois, vos chances augmentent. Et si vous le lancez suffisamment de fois, vous finirez par obtenir un 6. C'est ce que fait Marcus ici. Mais la répétition n'est pas suffisante. Car comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors Marcus va chercher de l'inspiration et il la trouvera dans le jeu Infinite Miner, un jeu sorti en avril 2009 et dans lequel deux équipes s'affrontent en Capture the Flag dans un monde fait de cubes destructibles qui vous donne des ressources que vous pouvez utiliser pour construire d'autres blocs. Ça vous rappelle quelque chose, non? Ce jeu a directement plu à Marcus, même si selon lui, il manquait quelque chose. Il commence alors le développement de Minecraft, connu sous le nom de Cave Game à l'époque, et le 13 mai, il postera une première vidéo de démonstration du jeu sur YouTube sous le pseudonyme de Notch. Bien que le jeu ne soit qu'une rapide démo où un terrain est généré avec seulement 2 types de blocs, l'intérêt se fait déjà ressentir. Il continue alors le développement et 4 jours plus tard, il postera sur le forum des développeurs de jeux indépendants, TIG Source, un lien vers la première version alpha du jeu. Le jour même, il reçoit de nombreux encouragements de personnes ayant testé le jeu. Il n'y a pas de doute. Même si les possibilités de construction dans le jeu sont encore très restreintes, ça plaît. Et des testeurs commencent à poster des photos et des vidéos de leur création sur le forum. C'est bon, Notch vient de trouver son jeu. Mais le travail ne s'arrête pas là. Et ça, Marcus l'a bien compris. Il publie des mises à jour de son jeu presque tous les jours en prenant en compte les retours de ses testeurs. Il ajoute rapidement d'autres types de blocs comme l'eau ou la lave, mais aussi la possibilité de sauvegarder ses créations et bien d'autres choses avant de sortir la première version payante du jeu le 13 juin 2009. En 24 heures, il fait déjà 15 ventes. Et après 2 mois, presque 1000 copies seront vendues. Les joueurs partagent de plus en plus leurs créations sur YouTube. Halcoon, that is a very, very deep well, and I'm going to show you the reason why. It is currently holding this. This is a 1-to-1 scale model of the Starship Enterprise. All you do is you put it in the center here like this, and then set a fire to it. Now not always, but most of... Crap. Sorry guys, this is not supposed to happen. Oh my god. Crap. Oh no way. Ces 2 vidéos créent rapidement le buzz, amenant de nouveaux joueurs dans Minecraft. De nouvelles mises à jour continuent à affluer. Le mode survie, la barre de faim et de vie, les cycles jour-nuit, l'agriculture, le multijoueur ou encore le craft qui permet de créer de nouveaux éléments grâce à une combinaison de matériaux. Le contenu est sans cesse renouvelé, donnant toujours plus de nouvelles occasions aux joueurs pour créer de nouvelles choses et les partager avec le monde. En 2010, Marcus quitte Jalbum pour créer la société Mojang et très vite, de nouvelles personnes viennent rejoindre Notch pour le développement du jeu. L'univers s'étend de plus en plus avec l'apparition de dimensions parallèles comme le Nether, un monde ressemblant à l'enfer, et l'End, qui héberge un dragon qu'il faut tuer pour gagner le jeu. Je mets « gagner » entre guillemets car la force du jeu est qu'il ne se termine jamais. Au contraire, chaque mise à jour vient avec son lot de nouvelles possibilités, comme ce fut le cas avec la Redstone. Ce matériau qui agit comme du courant électrique et qui permet de faire des choses exceptionnelles dans le jeu, comme une calculatrice, un ordinateur
ou encore jouer à Minecraft dans Minecraft. Le 12 janvier 2011, le jeu atteint le million de ventes et le 18 novembre 2011, la première version officielle du jeu sort pendant la Minecon. Are you ready for the official release of Minecraft? Le jeu commence à se développer sur console et les joueurs développent des mods, c'est-à-dire des versions modifiées du jeu qui ajoutent d'autres façons de jouer. Le succès est inarrêtable et on voit des créations de plus en plus impressionnantes apparaître sur YouTube. Minecraft connaît même une version éducative utilisée dans certaines écoles. En 2016, le jeu est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Et aujourd'hui, on a dépassé les 200 millions de ventes, le propulsant à la seconde place des jeux les plus vendus de tous les temps. Tout le monde est d'accord pour dire que Minecraft est un succès énorme. Et ce succès, beaucoup estiment qu'on le doit à la réactivité de Notch et à ses nombreuses mises à jour. Mais il y a un truc qui est admirable, c'est que le jeu, encore, ça fait 6 ans, continue d'être mis à jour gratuitement. Et comme il y avait des nouveaux trucs tous les jours, il y avait toujours un truc frais à aller montrer en public sur internet. Marcus s'est énormément impliqué dans le jeu et nous a partagé sa passion pour celui-ci, ce qui a évidemment beaucoup joué pour le succès de Minecraft. Mais n'oublions pas le rôle des joueurs. En partageant leur création au monde entier, ils ont fait la meilleure pub qu'il était possible de faire pour le jeu. Cet engouement, beaucoup estiment que Notch ne pouvait pas le prévoir. Mais je ne suis pas du même avis. Devons-nous considérer que le comportement des joueurs est imprévisible et que les nombreux partages du jeu sont donc liés à de la simple chance? Et si je vous disais qu'il repose en fait sur des biais psychologiques humains? Pourquoi avons-nous ce désir ardent de partager nos créations avec le reste du monde? Est-ce pour faire plaisir à Notch? Est-ce pour faire plaisir aux autres joueurs? Ou bien est-ce qu'il y a une raison plus profonde? Il suffit juste que je maîtrise ce ballon et je vais avoir le respect de tout le monde. Je vais avoir la reconnaissance des gens. C'est en effet une histoire de reconnaissance, un besoin psychologique primordial, indispensable à notre survie. La reconnaissance est indispensable à notre survie. Sans elle, nous flétrissons, nous déprimons. La reconnaissance nous confirme notre valeur, notre appartenance au groupe. Nous nous sentons dignes d'intérêt, cela influe sur la confiance en soi. En tant qu'êtres sociaux, nous avons tous besoin de reconnaissance. Nous pouvons d'ailleurs en voir des exemples partout autour de nous. Lorsqu'on poste des photos avantageuses de nous sur les réseaux sociaux, lorsque nous réalisons un travail pour notre patron ou un client, ou encore tout simplement lorsque nous disons bonjour ou merci à une autre personne. Que ce soit au travers d'actions explicites visant à nous faire remarquer ou par le respect de nos conventions sociales, nous voulons être reconnus, car cela montre notre appartenance et notre acceptation à un groupe. Et cette appartenance est très importante, car dans notre esprit, elle est associée à notre survie. Les joueurs de Minecraft n'échappent bien sûr pas à cette règle. Quoi de mieux qu'un jeu vidéo en mode bac à sable pour montrer au monde entier notre valeur? La construction de super édifices ou encore la mise au point de systèmes logiques complexes dans le jeu sont d'excellents moyens de se faire valoriser tout en s'amusant. Et c'est d'ailleurs un phénomène que l'on retrouve dans d'autres jeux de construction, comme les Lego. Avec néanmoins un avantage non négligeable pour Minecraft, la facilité du partage. Mais ce n'est pas tout. Minecraft n'est pas le seul moyen d'assouvir son besoin de reconnaissance. Et créer des édifices hors du commun demande beaucoup de temps et d'énergie. Alors, pourquoi est-ce que certains passent autant de temps sur ce jeu alors qu'ils pourraient tout simplement poster des photos d'eux sur les réseaux sociaux et obtenir un effet similaire? Parce qu'au même titre que les Lego, Minecraft s'est aussi tiré profit d'autres biais psychologiques humains. Il y a tout d'abord l'effet Ikea, qui veut que l'on accorde une valeur plus importante aux objets que l'on participe à créer, et de la même manière, plus on investit de temps dans quelque chose, plus on va lui donner de valeur. Ainsi, les joueurs de Minecraft vont commencer à construire un petit édifice auquel ils vont accorder de la valeur grâce à l'effet Ikea. Puis, contents de leur création, ils vont vouloir l'améliorer. Ils vont donc y investir plus de temps et d'énergie, ce qui va renforcer encore plus la valeur qu'ils perçoivent de leur création. Et une fois la valeur perçue de leur édifice à son apogée, ils vont le partager sur YouTube et obtenir une reconnaissance proportionnelle à cette valeur.
Il est assez facile d'imaginer que la personne qui partage sa réplique du vaisseau Enterprise aura l'impression d'obtenir bien plus de reconnaissance que celle qui partage sa petite maison lui ayant permis de survivre 3 jours en mode hardcore. Surviving 100 days in hardcore Minecraft might not sound like a lot, but in hardcore, you only get one life. Just one small mistake can cost you your entire world. Et cette dernière assouvira bien plus son besoin de reconnaissance que celui qui aura simplement partagé une photo de lui en train de manger un plat healthy. Dans les forces de Minecraft, pour tirer profit des biais psychologiques, on retrouve aussi les histoires, au même titre que Lego. Parce que ces petits personnages, ils permettent de vous raconter des histoires. C'est vrai pour les enfants, qui vont faire voler leur vaisseau spatial, mais aussi pour les adultes, parce que c'est ces figurines qui humanisent les constructions. Les histoires sont une force incroyable pour captiver les gens et permettre une immersion totale dans un univers. Et Minecraft sait les mettre en avant. Il suffit de voir le nombre de vidéos que l'on retrouve sur YouTube où les joueurs nous montrent comment ils ont survécu X jours en mode survie. Ces vidéos vous racontent une histoire, celle d'un homme, appelé Steve, qui doit utiliser les ressources à sa disposition pour se construire un abri le jour et résister aux attaques de zombies la nuit. Cet homme évolue, devenant de plus en plus fort. Sa maison finit par prendre des allures de forteresse, et il nous partage ses explorations captivantes dans un monde presque infini. Et ça marche. Non seulement c'est captivant pour le joueur qui vit ces histoires, mais ça l'est aussi pour les spectateurs qui ont hâte de voir la future forteresse se dessiner tout en se demandant si Steve réussira à survivre à la prochaine nuit. Enfin, un jeu comme Minecraft est une façon très efficace d'échapper au stress. Quand on joue à Minecraft en mode créatif, l'univers devient simple et prévisible. On empile les briques sans mauvaise surprise. C'est apaisant, tout comme quand on joue au Lego. En tant qu'adulte, on subit 2 sources majeures de stress. Les obligations professionnelles, familiales, administratives et l'imprévisibilité du monde. Alors construire un modèle Lego nous plonge dans un monde parallèle, un monde où les pièces s'emboîtent parfaitement et où suivre les instructions de montage débouche exactement sur le résultat prévu. Un monde parfaitement organisé, sans mauvaise surprise. Vous avez toutes les pièces nécessaires pour le succès, et pas une de moins. Tout fait sens, tout est à sa place. Il ne vous manque rien. Minecraft tirant profit des mêmes biais psychologiques que les Lego, il paraît assez évident qu'il coche toutes les cases pour devenir addictif. Développer un jeu de construction avec des briques était donc une idée très intelligente pour un développeur de jeux indépendant avec peu de moyens financiers. Car alors qu'une licence AAA comme Call of Duty peut se permettre d'injecter des sommes astronomiques en publicité pour être dans l'esprit de tous les joueurs, un jeu indépendant n'a d'autre choix que de tirer profit d'un maximum de biais psychologiques pour devenir indispensable aux joueurs. Et ça, Notch a très bien su le faire avec Minecraft en tirant profit de l'avidité de reconnaissance des joueurs. Combinez ça à la réactivité dont il a fait preuve pour améliorer presque quotidiennement son jeu et vous obtenez un succès mondial. Le succès de Minecraft n'est donc pas issu d'un simple coup de chance. Mais qu'en est-il de la malchance de Marcus, devenu un multimilliardaire malheureux, ayant beaucoup fait parler de lui? Devenir riche est l'objectif ultime d'une grande majorité de la population. Grâce à cet argent, tous nos problèmes disparaîtront et nous pourrons faire tout ce que nous souhaitons, sans aucune limite. Devenir riche est une chance aux yeux de la plupart des gens. Mais Notch ne partage plus cet avis. Depuis qu'il est multimilliardaire, sa vie perd de son sens et ses problèmes se multiplient. Aurait-il été malchanceux? Sa relation avec Minecraft commence à devenir de plus en plus tendue. Avec le nombre de joueurs qui se multiplient, Marcus n'arrive plus à combler tout le monde. Et il finit par se rendre compte que sa communauté actuelle n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait au début du jeu. Le coup de grâce arrive en 2014, lorsque Minecraft met à jour ses conditions d'utilisation du jeu, les ELA. Ces conditions visent à restreindre les possibilités de profit des joueurs lançant leur propre serveur. Et comme on peut s'en douter, ça ne l'aura pas plu du tout. Mais bien que Notch ne soit plus le PDG de Mojang à ce moment-là, aux yeux de sa communauté, il est toujours l'image du jeu. C'est donc envers lui que la haine des joueurs s'est déchaînée. Le 17 juin 2014, alors qu'il commence à saturer, il envoie un tweet qui changera tout. Est-ce que quelqu'un veut bien me racheter mes parts de Mojang afin que je puisse passer à autre chose? Être haï alors que j'essaye de faire de mon mieux, c'est pas trop mon truc. Pour Marcus, ces mots sont sur le ton de la blague.
Mais tout le monde ne l'a pas perçu de cette manière. Les jours qui suivent, Mojang reçoit des tonnes d'offres de rachat de la société. Le PDG actuel, Carl, appelle Notch pour savoir s'il était sérieux avec la vente. Marcus lui répond que oui. Right. So he just tweeted kind of jokingly, like, who wants to buy the company? Right. Then a couple of days later, Carl, the CEO, came by and said, we got a bunch of offers, like, were you serious? Yeah. And I thought about it for a while and I said, yeah, maybe it's time. Le 15 septembre 2014, Mojang fut donc vendu à Microsoft pour 2,5 milliards de dollars, faisant de Marcus un multimilliardaire. Il dira d'ailleurs « Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour ma santé mentale ». Malgré ça, il achètera une villa de luxe à 70 millions de dollars à Beverly Hills et occupera son temps avec l'organisation de grandes soirées dans sa demeure. Mais pourtant, maintenant qu'il a tout, il va commencer à sombrer dans l'ennui. Le problème quand on a tout, c'est que vous manquez de raisons pour continuer à essayer. Et l'interaction humaine devient impossible en raison du déséquilibre. Sa femme va le quitter pour quelqu'un de plus normal. Et il va même commencer à péter les plombs sur Twitter. Ça va tellement loin que Microsoft retirera son nom du jeu et ne l'invitera pas à la célébration des 10 ans. Mais comment quelqu'un qui a tout pour être heureux peut se retrouver malheureux à ce point? Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur le métaverse, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà le cas, Marcus manque de sens. Ses objectifs étant accomplis, il n'a plus de direction dans laquelle aller. L'ennui finit alors par s'installer, ainsi que la solitude. Son mal-être est bien réel, il n'a rien à voir avec son argent, mais ça, sa communauté ne le comprend pas. Et ses appels à l'aide sont méprisés et ridiculisés. Un besoin de reconnaissance naît alors en lui, le poussant à écrire des propos inacceptables dans la société moderne, dans le seul but qu'on le remarque. Il ne s'agit pas ici de chance ou de malchance, mais bien d'un problème pouvant toucher quiconque n'a plus de but à atteindre. Heureusement, sa vie reprendra son sens petit à petit quand il se remettra à faire ce qu'il a toujours aimé, des jeux vidéo. Il précisera cependant que si l'un de ses prochains jeux reproduisait le succès de Minecraft, il l'abandonnerait sur le champ. Un succès comme Minecraft n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail, d'opportunités et de l'exploitation de biais psychologiques humains. Le réduire à de la chance anéantit tous les efforts menés par Marcus et ne fait que vous donner une excuse pour vos propres échecs. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à crier à la chance et me prouver que j'ai tort dans les commentaires, mais ne le faites pas. À la place, demandez-vous ce que vous pourriez faire pour mettre la chance à votre service dans vos projets. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir ma vidéo sur le métaverse qui aborde le sujet du sens de la vie au travers de celui-ci. Et surtout, n'oubliez pas de lancer votre vie.